Donc, je vais essayer de prendre au plus 30 minutes parce que j'ai l'impression que à voir un peu les noms, à vous voir autour de la table, là, j'ai pas grand-chose à vous apprendre, peut-être à part ce qui, à notre avis, a ressorti de la consultation du 20 novembre pour ensuite pouvoir discuter. Peut-être que vous voyez des faits saillants, des recommandations importantes sur lesquelles on met moins d'emphase. Et surtout, pour peut-être, là, je ne veux pas voler des punchs ou trop diriger la conversation, mais sur ce qui va se passer après ça, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et les suites de la consultation. Donc, voilà, cette consultation de l'automne dernier sur la question du maintien de l'autonomie en Outaouais, pardon. euh, Évidemment, on se pose la question à quand ce grand virage vers le soutien à domicile? Donc, pour présenter une synthèse rapide des résultats de la consultation, je vais commencer par quelques remarques sur le contexte, les défis en matière de maintien d'autonomie et de soutien à domicile au Québec, mais surtout en Outaouais. Ensuite, deuxièmement, je vais vous présenter les faits saillants des résultats de la consultation du 20 novembre 2024 et les recommandations qui nous apparaissent importantes. Et ensuite, je vais vous partager quelques brèves conclusions, peut-être plus politiques. Cette consultation était le deuxième événement d'une série sur le maintien de l'autonomie. Premier événement le 6 novembre, soirée, panel discussion sur la question des politiques de soutien à domicile au Québec et ailleurs. On a reçu Patrick Marié de l'Université Concordia, Guillaume Hébert de l'IRIS. Et donc là, justement, je viens de le dire, on voulait réfléchir à c'est à l'histoire du système de soutien à domicile au Québec, mais aussi aux modèles qui existent ailleurs. Deuxième événement, on l'a dit le 20 novembre, donc ce forum de consultation auquel la plupart d'entre vous avez assisté, qui voulait maintenant réfléchir davantage au contexte de l'Outaouais. On a reçu en panel d'ouverture Dr Isabelle Bourseau-Tremblay, pardon, qui est chef de la gériatrie au CIS de l'Outaouais, Isabelle Léger, directrice adjointe du soutien à domicile, gériatrie au CIS de l'Outaouais, et Chantal Duguay, travailleur social retraité et notamment cofondatrice de Logement Intégré. On a aussi présenté deux capsules vidéo. L'argent est venu travailler pour moi, là. Je n'ai pas attendu la facture, je l'ai donné. Vous pouvez voir tout ça en ligne sur la page Facebook et les chaînes YouTube de la QDR Outaouais et d'Action Santé Outaouais. Donc aussi deux capsules qui ont été présentées durant la journée, une de Louise Boivin, chercheuse au Créatas, et d'Anne Plourde, chercheur à l'IRIS. Donc, rapidement, contexte, défis généraux. Euh, Ce projet-là vient beaucoup hein, d'une réaction au rapport de la commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, de 2024, qui émet des constats assez lourds sur la question du système de soutien à domicile, sur ce qu'on appelle l'écosystème du soutien à domicile, hein, qui est complexe, on va y revenir. La commissaire parle de fragmentation du soutien à domicile au Québec, de manque de coordination, de problèmes de pertinence ou d'appariement des critères d'éligibilité et des besoins de la population, et qui reconnaît aussi un sous-financement en fait là, qui a fait réagir la ministre des Aînés en contestant la méthodologie du rapport de la commissaire. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que il y a sous-financement à plusieurs échelles là, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a au Québec sous-financement en général des soins de longue durée on se compare à la moyenne canadienne et aux pays de l'OCDE. Il y a aussi sous-financement, hein, une partie plus précise à part l'hébergement des soins de longue durée, de l'aide à domicile. Donc, la proportion du financement public d'aide à domicile par rapport aux soins de longue durée est aussi plus faible au Québec lorsqu'on se compare au Canada et à l'OCDE. Puis, pour
comment dire, là, sans vouloir être trop pessimiste, mais en Outaouais, ça va encore plus mal parce que, on le sait, l'Outaouais vit un sous-financement de la santé et des services sociaux qui a explosé à 348 millions de dollars en 2023 par rapport à la moyenne des régions du Québec. Continue avec le contexte des défis, plus précisément justement en Outaouais. On en parle dans le rapport. Il y a vieillissement rapide et importante défavorisation, notamment et surtout dans les MRC de Pontiac et de la vallée de la Gatineau. Donc, l'enjeu du soutien à domicile, particulièrement préoccupant dans ces territoires. Les soins de longue durée en Outaouais, on est à l'automne 2024, on parlait de 7 mois d'attente pour une place, 387 places manquantes, pardon. Et si rien n'est fait, c'est-à-dire même avec l'ouverture de maisons des aînés en 2025-2026, on prévoit 1419 places manquantes en soins de longue durée en Outaouais en 2040. Donc, non seulement il y a un enjeu de financement, d'accessibilité pour la question du soin de longue durée, mais on peut comprendre que ce manque d'accessibilité, de financement en soins de longue durée en Outaouais rend encore plus importante, plus urgente la question du soutien à domicile, parce que les soins de longue durée, hébergement et soutien à domicile sont en quelque sorte des vases communicants. En Outaouais, lorsqu'on se compare au reste du Québec, on a parmi les plus faibles proportions d'heures, pardon, de soutien à domicile offerts, dispensés par le réseau public par rapport aux chèques emploi-service et aux fournisseurs privés. Autrement dit, en Outaouais, on pourrait dire qu'il y a une pression additionnelle vers la privatisation, la tarification, le recours aux chèques emploi-service, aux fournisseurs privés, mais donc aussi à l'hébergement privé, qui, il faut le rappeler, est considéré comme un domicile par le gouvernement et qui ramasse donc une partie du financement public du soutien à domicile. Donc, je répète, les RPA, les résidences privées pour aînés, sont financées en partie par du financement public dédié au soutien à domicile. En Outaouais, évidemment, on est frappé par cette question du manque de formation du personnel. Donc, lorsqu'on privatise, lorsqu'on fragmente l'offre de soutien à domicile, on crée une situation où plusieurs services, notamment l'aide domestique, etc., vont être offerts par du personnel non formé, parfois très précaire, souvent en majorité des femmes, des personnes à statut migratoire précaire aussi. On pourra y revenir. Et donc, on n'est pas surpris en Outaouais lorsqu'on parle de santé et services sociaux, problème d'accessibilité, de qualité et de continuité, cette fragmentation, cette privatisation, c'est la tarification, on pourrait dire l'individualisation du financement du soutien à domicile contribue directement au problème d'accessibilité par des iniquités, mais aussi à la qualité en raison du manque de formation et du manque de continuité des services, hein. On parle souvent de problèmes de suivi là, dans la consultation. Je continue. On saute dans les résultats. Luce Bernier en a parlé un peu. Le 20 novembre, 89 personnes ont participé à la consultation, représentant au moins 25 groupes et organismes de la région. Je ne vais pas y revenir. On a voulu consulter les gens sur les principaux défis et les principales solutions pour l'Outaouais en matière de maintien à domicile et soutien, pardon, de maintien de l'autonomie et de soutien à domicile. Euh, le rapport a été rédigé avec un emphase sur le soutien à domicile. Donc, vous allez voir, si vous consultez les tableaux qui synthétisent les résultats, euh, euh, plusieurs d'entre eux, ces résultats-là concernent le maintien de l'autonomie, mais il y a un emphase sur la question du soutien à domicile. Euh, j'ai donc proposé non seulement là, de synthétiser les résultats de la consultation, mais en présentant également des données importantes sur le Québec, sur l'Outaouais et les rapports aussi qui existent parce qu'on ne réinvente pas la roue de A à Z dans ce rapport-là, là. Vous allez voir, je vais y revenir là-dessus aussi.
Et bon, j'ai procédé par analyse thématique. Donc, on s'était donné trois principaux thèmes avant la consultation de l'automne dernier. En collaboration avec les partenaires, on avait ciblé la question de l'écosystème. Lorsqu'on parle d'écosystème, on parle du réseau public, des CLSC, des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, etc. On a ciblé un deuxième thème général qui était les conditions, il manque un S ici, de travail, qui sont la formation et la prochaine âge. On a regroupé ça. Et un troisième thème, la question du financement. Donc, on est allé synthétiser les résultats de la consultation à travers ces trois thèmes-là et en allant cibler des sous-thèmes pour chacun des trois principaux thèmes. Euh, Avant de rentrer dans la question là, des faits saillants des résultats, il faut voir que les résultats de la consultation dans le contexte de l'Outaouais rejoignent, je dirais presque parfaitement, les grandes revendications de la Coalition pour la dignité des aînés vers un grand virage vers le soutien à domicile. Donc, la première recommandation, une loi cadre intersectorielle sur le maintien de l'autonomie, donc qui concerne la santé et les services sociaux, mais plusieurs autres ministères. On veut une approche plus globale. Faire des CLSC la porte d'entrée principale du soutien à domicile. Je vais y revenir beaucoup. Le rapport en parle beaucoup. Assurer une meilleure coordination dans chacune des régions du Québec. Et quatrièmement, renforcer la place des soins à domicile dans l'organisation du système de santé. On y va avec l'effet saillant des recommandations de la consultation de l'automne 2024. Sur cet écosystème, et là, je passe rapidement là, parce qu'il y a aussi des constats qu'on présente dans le rapport, les constats des personnes consultées en novembre 2024. Mais en général, ce qui ressort sur la question de l'écosystème, les personnes consultées croient qu'on doit donner au réseau public de la santé et des services sociaux un véritable rôle de coordination du maintien d'autonomie du soutien à domicile. C'est-à-dire coordonner les CLSC, le 811, notamment le guichet d'accès régional des services à domicile et des services gériatriques, les activités, les actions des organismes communautaires, du privé. Donc, un premier pas peut-être pour sortir de cette fragmentation, de ce manque de coordination, mais c'est de reconnaître qu'il doit y avoir, disons, une autorité centrale, entre guillemets, et elle existe déjà, c'est le réseau public. On a les institutions pour le faire. Donc, la question de la coordination. Deux, les CLSC, je ne vous surprendrai pas, plusieurs personnes consultées parlent des CLSC comme devant être la porte d'entrée du soutien à domicile, de ramener une gestion, une véritable gestion locale et une gouvernance démocratique des CLSC pour s'assurer que la gestion, les ressources soient utilisées en fonction des besoins des populations, des territoires, notamment des territoires ruraux de l'Outaouais, qui ont perdu beaucoup de voix dans la gouvernance du réseau à travers les réformes des dernières décennies. Troisièmement, les CLSC, on propose de les ouvrir 24 heures sur 24. Ce n'est pas la première fois dont on parle qu'on parle de CLSC 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On pense que les CLSC bonifiés vont contribuer à la coordination du soutien à domicile, améliorer l'accessibilité aux services, et c'est important, améliorer les suivis. Le système fragmenté actuel, on le répète, euh, qui, euh, qui est composé du réseau public, des CLSC, des entreprises en économie sociale, en soins à domicile, des organismes communautaires, chaque emploi-service, ne permet pas cette coordination, fragmente l'expérience de l'usager, de l'usagère. Et quatrièmement, euh, plusieurs personnes consultées proposent de faire des travailleuses sociales en CLSC les pivots du soutien à domicile, notamment en augmentant leur nombre. Donc voilà pour la question comment améliorer l'écosystème trop fragmenté du soutien à domicile au Québec. Deuxièmement,
Deuxième grand thème, les conditions de travail, la formation et la prochaine danse. Les personnes consultées proposent, en fait, là, l'emphase est vraiment mise sur la professionnalisation. On propose d'augmenter la proportion du personnel en soins à domicile avec obligation de formation afin justement d'améliorer la qualité des services et le suivi, la continuité des services. Deuxièmement, on propose d'intégrer au réseau public des travailleuses sans formation professionnelle, notamment en augmentant le nombre d'auxiliaires en santé et services sociaux et leurs heures travaillées. On propose même de rémunérer les formations et les stages. Donc, l'idée ici, c'est qu'une partie du personnel précaire, notamment employés à travers le chèque emploi-service, les ESSAD, les agences de placement, soient formés et intégrés dans le réseau public. Troisièmement, la reconnaissance de la proche aidance, ça va de soi, on en parle depuis longtemps. Vous irez consulter là, le tableau où on parle des solutions plus précises là, en détail pour la proche aidance. Plusieurs personnes ont proposé des solutions très concrètes. On parle de formation, de café-rencontre là, pour que non seulement les personnes proches aidantes se reconnaissent comme telles. Hein. Parmi les défis qu'on a ciblés, c'est que parfois les gens ne se reconnaissent pas comme des proches aidants, sont surmenés, ne savent pas où aller chercher les ressources. Et évidemment, la question de la bonification, du soutien financier. Le gouvernement en a fait un peu dans les dernières années, mais c'est insuffisant. Donc, je vous invite à aller voir certaines solutions très concrètes dans le rapport quant à la reconnaissance de la proche aidance. On continue avec le troisième dernier thème principal, la question du financement. On ne peut pas la contourner. Là, ici, on y va avec des recommandations, pardon, peut-être plus politiques, là, en commençant. Donc, évidemment, la fin du sous-financement des soins de longue durée et du soutien à domicile au Québec, de rééquilibrer le financement qui est, qui est accaparé par le soutien à domicile, pardon, par les soins de longue durée, l'hébergement vers le soutien à domicile. Troisièmement, et là, personne ne va être surpris ici, réinvestir en santé et en services sociaux en Outaouais, notamment dans les territoires ruraux. Quatre, la fameuse décentralisation, j'en ai un peu parlé plus récemment. Donc, s'assurer que on alloue du financement en fonction des besoins des populations et des territoires en matière de soutien à domicile, et non comme c'est le cas beaucoup trop aujourd'hui dans le système de santé et services sociaux, en fonction d'intérêts politiques ou de décisions centralisées dans les CIS et les CIUS, et donc de rapprocher la prise de décision, le financement des besoins de la population. On pourrait en reparler. Cinquièmement, bonifier le financement public pour améliorer les salaires, les conditions de travail, soutenir la prochaine danse. J'en ai parlé, je veux le préciser. Une partie importante du personnel en matière de soutien à domicile, notamment d'aide domestique, est confiée ou est employée par les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, des agences de placement et à travers le chèque emploi-service. Et les résultats sont que plusieurs personnes employées sont précaires, une majorité de femmes, souvent des personnes immigrantes. Et donc, on doit venir ici donner un coup de barre pour relever les salaires et les conditions de travail. Six, remise en question des financements individualisés et privés. Chèque emploi-service, crédit d'impôt, dépenses privées, disons, créent d'importantes iniquités, excluent parfois même des gens des modes de financement, contribuent à la complexité, hein, à la fragmentation du système. Difficile de s'y retrouver lorsqu'on devient nous-mêmes un employeur, en quelque sorte, à travers le chèque emploi-service. Je viens de le dire, contribue à la précarité du travail des femmes, au manque de formation, au problème de qualité et de continuité. Certaines personnes consultées ont, par exemple, proposé une obligation de formation
du personnel dans le cadre du chèque emploi-service, qui viendrait donc créer un incitatif aux agences de placement, notamment aux ESSAD, pour relever les niveaux de formation. Septièmement, rehausser, ça sera beaucoup ressorti aussi, rehausser le financement public du logement adapté, logement social, etc., et de l'adaptation des logements aux besoins des personnes aînées en situation de handicap. La question du logement est beaucoup, beaucoup ressortie euh, durant la consultation de l'automne dernier. Vous voyez, là, je suis allé très rapidement par thème. Pour conclure, bon, on revient sur l'événement. Importante participation, belle représentation. On est très satisfait. Là. Je parle aussi pour la QDR, je pense, là, en disant ça. On a ciblé plusieurs solutions politiques, mais aussi des solutions concrètes. Je le répète, je vous invite à consulter les tableaux qui proposent des solutions plus précises pour, dans le fond, donner des moyens, de se donner des moyens pour faire ce grand virage vers le soutien à domicile dont on parle depuis si longtemps. Donc, c'est un bel énoncé de principe, cette idée d'axer le système de santé et services sociaux vers le soutien à domicile. Mais on a des solutions, on a des manières de le faire. Donc, plus de raison de ne pas aller de l'avant. Deuxièmement, évidemment, et vous l'avez vu dans les dernières minutes, on a des solutions pour l'Outaouais, mais il y a aussi des solutions qui s'appliquent à l'échelle du Québec. Ça, c'est pour moi, c'est un des constats de ce rapport-là, c'est de voir que les personnes consultées en Outaouais euh, voient bien qu'il y a des solutions qui ne peuvent pas venir seulement de l'Outaouais, du CIS de l'Outaouais, mais qui viennent de décisions politiques, le besoin d'une véritable politique nationale du soutien à domicile au Québec qui est véritablement financé. Donc, euh, donc voilà. Troisièmement, euh, commentaire ici, évidemment que lorsqu'on parle de l'allocation du financement dans le budget de la santé et services sociaux, ou au Québec, par exemple, il y a une grande proportion qui est allouée aux soins de longue durée, une moins grande proportion en soins à domicile lorsqu'on se compare au reste du Québec et à d'autres pays industrialisés. Mais l'enjeu aussi, c'est le budget de la santé en général. Il faut, comme société, se poser la question, est-ce qu'on accepte que le soutien à domicile, la prévention, la santé publique soient toujours les parents pauvres de la santé et des services sociaux? Est-ce qu'on accepte que les hôpitaux, la rémunération médicale et les dépenses pharmaceutiques accaparent de plus en plus une grande proportion du budget de la santé et des services sociaux? C'est des questions qu'il faut se poser pour assurer ce grand virage vers le soutien à domicile. Et il existe des modèles ailleurs. Je vous invite à consulter la capsule d'Anne Plourde notamment, là, où en Suède, par exemple, on a été capable d'investir beaucoup plus en soutien à domicile proportionnellement, tout en réduisant les dépenses globales du système de santé. Et donc, il faut se poser des questions sur, bon, où sont allouées les dépenses de santé et de services sociaux, puis est-ce qu'il ne faut pas faire autrement? Quatrièmement, dans les derniers mois, le gouvernement a annoncé son intention de continuer dans la direction de la tarification et de la privatisation. Lorsqu'on pense, on se remet en contexte historique, en 1979, on avait, on avait donné la responsabilité du soin à domicile au CLSC dans un esprit de gratuité. Donc, le soin à domicile fait partie du panier de services. Au fil du temps, on a ouvert cette brèche de la tarification et de la privatisation et le gouvernement, malheureusement, veut agrandir cette dite brèche. Et donc, on le voit bien, ce sont des fausses solutions qui, en fait, contribuent au problème de l'écosystème, qui contribuent à la fragmentation, au manque de coordination, au problème de suivi, au problème de manque de formation du personnel, au problème de conditions de travail en soutien à domicile.
Et donc, on doit faire attention à cette volonté du gouvernement du Québec dans un avenir approché. Et enfin, puis là, ben, j'ouvre évidemment la discussion. Avec la QDR, il va y avoir des suites à ce rapport-là. Une des suites, encore une fois, je pense que je parle pas, je peux parler pour la QDR aussi, Luce Bernier. Le Forum Santé Outaouais 2025, présenté par Action Santé Outaouais, la QDR Outaouais et la Conférence des préfets de l'Outaouais le 18 septembre prochain, est un moment où on va faire un autre pas, si vous voulez, sur la question de la santé des aînés et du maintien de l'autonomie en Outaouais. Il va y avoir un atelier en après-midi sur ces questions. La journée d'atelier est complète. Par contre, vous pouvez vous inscrire à la soirée de mobilisation en discours. On va avoir plusieurs invités et en musique avec Laurence Nerbonne, Détrac et Wassim. Et durant ce forum, en plus de tenter de se concerter sur des grandes priorités pour se donner une voix forte pour la santé en Outaouais sur les différents enjeux, on va explorer la formation, on peut l'appeler comme ça pour l'instant, d'un front commun régional pour la santé en Outaouais. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça voudra dire? Est-ce qu'on va aller jusque-là? C'est des questions qu'on va se poser. Il va y avoir une plénière en fin de journée, notamment sur les actions du mouvement Ensemble pour le droit à la santé en Outaouais. Donc, je vous présente rapidement l'invitation. L'invitation est lancée le 18 septembre. Vous pouvez vous inscrire visiter la page Facebook, la page web d'Action Santé Outaouais, la page Facebook de l'AQDR de l'Outaouais. L'AQDR et Action Santé ont aussi partagé les invitations à leurs membres. Le 18 septembre, en soirée, c'est un rendez-vous. Donc, je vous remercie beaucoup. 26 minutes. Au plaisir de discuter.